Bonsoir monsieur, bonsoir, bienvenue sur For You Télévision, bienvenue à cette autre édition du Grand Journal sur votre chaîne de télévision. Les titres: la dent de Patrice Lumumba sera restituée à la République démocratique du Congo lors d'une cérémonie à Bruxelles prévue le 20 juin prochain. La restitution de ce qui est appelé aujourd'hui dépouille, ou encore plus exactement de cette dent, s'organisera en premier lieu dans un cadre restreint et familial, conformément aux volontés exprimées par la famille. Cette restitution en petit comité sera suivie par une cérémonie officielle au palais d'Egmond à l'initiative du gouvernement belge et en présence des autorités belges et congolaises. Le Kenya demande le déploiement immédiat d'une force régionale dans l'Est de la RDC. Les 7 pays de la communauté d'Afrique de l'Est que la RDC a donc rejoint cette année sont convenus en avril de mettre sur pied une force conjointe, mais n'ont pas précisé quand elle pourrait être déployée. Alors, Uhuru Kenyatta vient tout simplement de briser ce silence. Claude Makelele serait-il le prochain sélectionneur des Léopards de la RDC? C'est un secret de Polichinelle, car les Léopards ont perdu leurs 2 premiers matchs contre le Gabon, 0 but contre 1, et le Soudan, 2 buts à 1. Des résultats qui ont donc poussé le gouvernement congolais à enclencher le processus de résiliation du contrat du sélectionneur national Hector Cooper. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci de rester des nôtres pour cette édition du Grand Journal. Démarrons avec la journée célébrée aujourd'hui sur l'étendue du continent africain. Nous parlons justement de la journée de l'enfant africain, célébrée donc dans pratiquement tous les pays africains, et le Cameroun, de concert avec justement les autres États africains, le célèbre sous le thème « Ensemble pour des actions urgentes et en faveur des enfants de la rue ». Une occasion saisie donc par la rédaction de For You Télévision pour faire l'état des lieux de cette journée au Cameroun. Fotso. En Afrique, l'on compte environ 30 millions d'enfants dans les rues, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfant UNICEF. Une situation motivée par de récurrentes tensions sociopolitiques dans les États, les famines, la pauvreté, mais aussi l'indisponibilité accrue des parents au sein des foyers. Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans un milieu familial, d'un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, le Cameroun a signé le 27 octobre 1990 et ratifié le 11 janvier 1993 la Convention des droits de l'enfant. À côté de ces conventions, les institutions de protection des enfants, telles que le Centre d'accueil de l'observation pour mineurs de Bépanda à Douala, organisé par décret numéro 61/91 du 21 juin 1961. L'Institut Borstal de Bouéa, créé par décret numéro 73/116 du 22 mars 1973. L'Institut camerounaise de l'enfance de Bétamba, créé par décret numéro 73/333 du 25 juin 1973. Bien plus, les services de l'aide sociale à l'enfance, les services associatifs habilités et les tiers bénévoles mettent en œuvre la protection administrative de l'enfant. La direction de la protection judiciaire de la jeunesse est en charge du volet judiciaire. Pour ce qui est du Sénégal, le gouvernement travaille à installer les talibés, enfants de la rue, dans les centres d'accueil. Et en 2016, à la demande du président Macky Sall, 300 enfants ont été retirés des rues et remis à leurs parents et aux centres d'accueil. Le Sénégal a également ratifié toutes les grandes conventions internationales sur les droits de l'enfant et l'exploitation des enfants ainsi que les abus commis à leur encontre sont considérés comme des crimes par le Code pénal sénégalais et par la loi 2005 contre la traite des personnes. Dans ce combat en vue d'améliorer la situation des enfants de la rue, la Guinée-Bissau s'est engagée dans plusieurs traités internationaux. Le gouvernement guinéen a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant en 2014. Le pays a également ratifié le protocole facultatif concernant l'implication des enfants dans les conflits armés. Tout compte fait, les États africains se concentrent sur les pratiques néfastes affectant les enfants afin de souligner le besoin urgent d'éliminer toutes les pratiques néfastes et de faire progresser la réalisation des droits de l'enfant en Afrique. Pour rappel, la Journée mondiale de l'enfant africain se célèbre ce jour sur le thème « Ensemble pour des actions urgentes en faveur des enfants de la rue ».
Et il faut le dire que la journée se poursuit jusqu'à minuit 00 de cette journée du 16 juin 2022. Nous parlons de toute autre chose à présent, notamment des tensions ou encore cette crise qui persiste entre la République démocratique du Congo et bien évidemment le Rwanda. Il se trouve que Uhuru Kenyatta, le président justement du Kenya, a donc décidé de frapper du poing sur la table. Et il a donc demandé le déploiement justement des forces militaires des États de l'Afrique de l'Est. Et donc c'était par voie de communiqué daté du 15 juin dernier, justement du côté effectivement de la capitale kenyane. Uhuru Kenyatta a donc annoncé ce déploiement pour essayer non seulement d'apaiser ces tensions ou encore ces crises, ou pourquoi pas en finir avec cette situation. Nous faisons le point avec vous, Poitou. Dans un communiqué ce mercredi 15 juin, Uhuru Kenyatta, le président kényan, par ailleurs président en exercice de l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, auquel appartient la RDC, a exprimé son désarroi et sa volonté de mettre fin au conflit ouvert entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La force régionale de l'Afrique de l'Est doit être déployée immédiatement dans les provinces d'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu afin de stabiliser la région et rétablir la paix, a-t-il déclaré dans ce communiqué. La RDC, seul pays de l'EAC à partager une frontière avec tous les États membres, à l'exception du Kenya, occupe une position stratégique qui fait craindre aux pays voisins la montée en puissance des violences. Ce mercredi, c'est à Goma, ville frontalière du Rwanda, qu'a eu lieu une manifestation en soutien aux FARC et contre le Rwanda, accusé de soutenir le M23. C'est maintenant 20 ans le Rwanda nous agresse. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Aujourd'hui, tous, nous nous levons pour la cause de la nation. Et nous sommes derrière les FARDC, nos forces armées, qui est en train de se battre pour mettre hors d'état l'ennemi. Le Rwanda nous agresse et nous disons aujourd'hui à Kagame de cesser de jouer avec le Congolais. Pour le moment, notre pays est agressé par un pays voisin. Nous n'allons pas accepter ces grands désordres qui, n'est-ce pas, viennent dater autant d'années dans notre pays. Et si aujourd'hui nous sommes rassemblés en ces lieux, c'est pour prouver notre soutien direct ou indirect à nos forces armées. C'est ce dimanche que les chefs militaires régionaux des 7 pays de l'EAC doivent se retrouver afin de mettre au point des préparatifs pour le déploiement de la force régionale, a souligné Uhuru Kenyatta. Les forces militaires qui devront travailler conjointement avec l'armée congolaise et la MINUSCO, la mission de paix de l'ONU, déjà en place dans le pays depuis quelques années. Et nous restons en République démocratique du Congo, partie justement de cette note de tension pour une note qui pourrait apporter un peu de sourire justement au peuple congolais, en l'occurrence à la famille de Patrice Lumumba. Nous l'annoncions donc en titre. Il y aura donc une cérémonie consacrée à la restitution de ces restes, sauf que ces restes se résument tout simplement à une dent qui sera donc remis à la famille ou du moins au gouvernement congolais par la justice belge. On va le rappeler, l'ex-chef du gouvernement avait été renversé, c'était lors d'un coup d'État, puis exécuté le 17 janvier 1961 avec bien sûr la complicité des soldats belges à l'époque du côté du Katanga. Et donc paix revient effectivement sur cette cérémonie prévue le 20 juin, la cérémonie de restitution, mais également sur l'histoire de cette réplique de Patrice Lumumba. 60 ans après l'assassinat de l'ancien Premier ministre congolais Patrice Lumumba, exécuté en 1961 par des séparatistes de la région du Katanga, avec l'appui des mercenaires belges, la Belgique rendra officiellement au président Félix Tshisekedi une dent qu'un commissaire de police belge affirme avoir prélevée sur le corps de Lumumba lorsqu'il a contribué à le faire disparaître. Après de nombreux reports dus à la pandémie de la Covid-19 et aussi à l'organisation du mémorial, le retour de la relique de l'ex-premier chef du gouvernement est prévu pour le 20 juin prochain. Une restitution qui a été réclamée au roi des Belges Philippe lors de sa visite en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la RDC s'associera à la famille pour rendre un hommage mérité
au héros national. C'est depuis environ 30 ans que la famille de Patrice Lumumba avait déposé une plainte contre la Belgique et c'est en septembre 2020 que la justice belge décidera de répondre favorablement à leur demande. Les cérémonies d'hommage vont démarrer en Belgique le 20 juin et prendre fin à Kinshasa le 29 après une tournée dans le pays. Rappelons que Patrice Emery Lumumba était le premier Congolais nommé Premier ministre après l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Cap à présent en Afrique de l'Ouest et nous ouvrons cette autre page avec le Mali, la star de l'Afrique de l'Ouest, pour parler de la Constitution, en l'occurrence le projet de loi électorale qui est donc entré en examen ce jeudi même 16 juin du côté, bien sûr, du côté du Centre international des conférences, c'est bien sûr à Bamako. C'est donc l'occasion pour l'organe législatif de la transition d'examiner ce projet de loi portant loi électorale, justement, en République du Mali. Kouetou nous en dit plus. Après plusieurs mois d'écoute des forces vives de la nation, le Conseil national de la transition a enfin débuté l'examen du projet de loi électorale ce jeudi 16 juin. Selon le Conseil national de transition, la journée du vendredi 17 juin 2022 sera exclusivement réservée à l'examen du projet de loi portant loi électorale. Ce projet de loi portant électorale a été adopté par le Conseil des ministres du 24 novembre 2021. Selon le gouvernement, le dit projet de loi est le résultat d'une démarche consensuelle et inclusive à travers une série de concertations avec les partis et regroupements de partis politiques ainsi que la société civile. Ce projet apporte plusieurs innovations qui sont, entre autres, la fixation des circonscriptions électorales pour des élections législatives, à savoir la région et le district de Bamako pour le territoire national et les zones géographiques pour la diaspora. Le scrutin de liste à la présentation proportionnelle sans panache ni vote préférentiel comme mode de désignation des députés à l'Assemblée nationale, l'introduction du parrainage citoyen à côté du parrainage des élus, l'introduction du bulletin de vote unique, l'affirmation du principe de vote électronique sous réserve de l'adoption d'une loi spécifique, le plafonnement et le contrôle des dépenses de campagne électorale, la publication des résultats par bureau de vote et la transmission électronique des procès-verbaux de dépouillement, l'encadrement et le renforcement de l'observation électorale. Bien que soumis au Conseil national de transition pour adoption, le projet a été contesté par une partie de la classe politique. Au lendemain de l'adoption du projet par le Conseil des ministres, le cadre d'échange des partis et groupements de partis politiques pour une transition réunis au Mali a invité les autorités de la transition à œuvrer dans le sens du consensus, de l'exclusivité et de la neutralité du gouvernement à se conformer à l'avant-projet. Dernièrement, la synergie des associations de la société civile a formulé des recommandations en vue de renforcer la nouvelle loi électorale. Et nous allons rester au Mali pour parler du réseau des femmes leaders africaines qui plaident donc pour une levée de sanctions sur le Mali. Levée des sanctions justement imposées par la CEDEAO. Et donc ce réseau a rencontré, on va le dire, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga pour faire part des plaidoyers qu'elles vont donc rapporter auprès des chefs d'État des pays membres justement de la CEDEAO pour la levée des sanctions contre le Mali, des sanctions qui selon bien sûr ce réseau n'ont que trop duré. Et donc une rencontre qui a permis également de revenir sur l'intégration des femmes dans la politique de prise de décision malienne conformément à la loi. Et donc la démarche de cette initiative a également été appuyée par le Bureau de coordination globale de l'Union africaine. Ntiama nous en dit plus à ce sujet. C'était au cours d'une rencontre ponctuelle que les femmes leaders africaines ont tenu à s'exprimer face au Premier ministre Choguel Maïga sur les problèmes sociopolitiques et sécuritaires que traverse le pays en ce moment difficile. À cet effet, le réseau des femmes leaders a décidé de remonter les bretelles plus haut et apporter les plaidoiries aux chefs d'État des pays de la CEDEAO dans quelques jours seulement pour la levée des sanctions. En tant que femme
Nous sommes des citoyennes, des médiatrices, des conciliatrices. Nous avons également demandé que le dialogue ne soit pas rompu entre nos autorités et la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine et les autres partenaires. Nous devions évidemment voir ce que nous pouvons faire à l'interne, au niveau régional et au niveau international. Nous avions demandé de faire en sorte que les autorités facilitent des missions de plaidoyer des femmes auprès de certains chefs d'État de la sous-région. Une démarche qui arrive à point nommé après la prorogation de la transition à 24 mois, une initiative appuyée ici par le Bureau de coordination globale d'Airlines de l'Union africaine. Nous sommes là pour écouter les femmes du Mali, écouter comment elles pensent qu'on peut les accompagner, en tout cas dans les différentes initiatives qu'elles ont déjà commencées. Il faut dire que le consortium des femmes du Mali sont à féliciter. Elles ont commencé, elles ont entrepris un certain nombre d'initiatives que nous voulons appuyer et renforcer. Le Premier ministre, de son côté, n'a pas manqué de saluer cette détermination des femmes leaders africaines. Je pense que c'est une initiative qui est bonne, on ne peut que la saluer. On ne peut jamais dire à une personne, à fortiori lorsque c'est les femmes, qui décident ou initient une démarche de paix, de ne pas la faire. Comme certains d'entre vous connaissent bien les chefs d'État, je pense qu'il faut bien, ne pas mesurer, mais il faut être prévenant. Parce que même si pratiquement on sait que les choses sont presque terminées. Pour faire une pierre deux coups, elles ont saisi à l'unanimité l'occasion pour rappeler au Premier ministre le respect de l'intégration des femmes dans les politiques de prise de décision, conformément à la loi malienne numéro 052. Nous allons rester dans le même sillage pour parler encore des sanctions contre le Mali qui doivent être levées, à en croire bien sûr les différents soutiens qui se multiplient à ce sujet. Pour preuve, il y a déjà l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA qui ont dû rencontrer le Premier ministre burkinabé il y a quelques jours de cela. Et récemment encore, c'est bien sûr ce réseau des femmes leaders africains qui sont allés à la rencontre du Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, pour donc plaider en faveur de la levée des sanctions pour le Mali. Le pays est donc sous sanction, on va le dire, on ne le dira jamais assez, de la CEDEAO depuis son refus d'accepter les mesures à lui donc imposées par l'institution sous-régionale sur la durée de la transition. Des soutiens qui arrivent donc dans un contexte est donc en voie d'adopter une nouvelle, dans un contexte où le pays est en voie d'adopter justement une nouvelle constitution. Il y a quelques semaines justement du prochain sommet de la CEDEAO prévu donc pour le 3 juillet prochain. Plus de précisions dans ce reportage que signe Moira. Mis sous sanction par la CEDEAO le 9 janvier 2022 pour refus d'accepter les mesures à lui imposées par l'institution sous-régionale relative à l'organisation des élections, le Mali est depuis lors engagé dans une voie de restructuration de son État au gré des sanctions qui ne l'empêchent d'avancer. Le pays, après le maintien une fois de plus des sanctions qui pèsent sur lui par la CEDEAO, lors du précédent sommet, a tenu le cap en fixant la durée de la transition par le gouvernement militaire à 24 mois à partir du 26 mars dernier. Et puis, le 18 juin 2022, un décret du président de la transition et chef de l'État, colonel Assimi Goïta, nommait une équipe en charge de l'élaboration d'une nouvelle constitution, laquelle devra aboutir aux élections. Une situation qui pourrait être vue comme des avancées dans la volonté des autorités de Bamako de mettre un terme au processus transitionnel. Puisqu'au regard de ce qui précède, le Mali a commencé à avoir du soutien en vue de la levée des sanctions qui pèsent sur lui. On a d'abord assisté à la première action effectuée par l'association des médiateurs de l'UEMOA. Réunis lors de la 6e Assemblée générale le 7 juin 2022 à Ouagadougou, Burkina Faso, les médiateurs de l'UEMOA ont fait demande à la CEDEAO de lever les sanctions infligées contre le Mali. Une action qui n'a pas tardé à être suivie par celle du réseau des femmes leaders africains. Ces Amazones de notre genre ont échangé avec le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, afin de jouer les médiatrices, important les voix maliennes auprès des chefs d'État de la Commission des États de développement de l'Afrique de l'Ouest, afin de plaider pour la levée des sanctions contre le Mali.
Des soutiens qui s'annoncent et retentissent à quelques semaines de la tenue du prochain sommet des chefs d'État de la CEDEAO, prévu le 3 juillet 2022 à Accra, au Ghana. Toutefois, la situation du Mali sera un gros enjeu dans la stabilité du Sahel et la lutte contre le terrorisme de ce côté. Le président de transition, colonel Assimi Goïta, vient d'ailleurs de recevoir la visite de l'émissaire du président américain Joe Biden pour que le Mali aide les États-Unis dans la libération des otages américains et d'autres pays en captivité dans le camp des terroristes. Espérons néanmoins qu'au soir du 3 juillet 2022, une nouvelle page de la relation entre le Mali et la CEDEAO va s'écrire. C'est tout le mal que l'on puisse souhaiter justement au peuple d'Assimi Goïta. Et nous restons en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, et nous parlons d'économie en principe justement du groupe consultatif du programme national de développement 2021-2025, car il faut le dire, le groupe de contact initié justement par la Côte d'Ivoire à l'attention de ses partenaires extérieurs pour le financement du plan national de développement 2021-2025 s'est donc tenu le mercredi 15 juin à Abidjan, et donc pour un objectif donc de près de 10 milliards de francs CFA à chercher. Les travaux du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement 2021-2025 se sont soldés par la mobilisation de 15 706 milliards de francs CFA. Le compte rendu de ces assises avec vous, Bala. 15 706 milliards de francs CFA, soit un taux de mobilisation de 168,25%. Ce sont là les chiffres arrêtés le mercredi 15 juin 2022 à Abidjan par le groupe consultatif pour le financement du plan national de développement 2022-2021 en Côte d'Ivoire. Par ces chiffres, le plan national de développement 2021-2025, ambition de lever les obstacles résiduels à la transformation structurelle de l'économie amorcée avec la mise en œuvre des précédents plans de développement. À ce titre, l'impact escompté du PND 2021-2025 est de renforcer la compétitivité de l'économie ivoirienne et d'assurer un bien-être des populations dans l'équité et dans un cadre de bonne gouvernance. L'objectif étant de réaliser la transformation économique et sociale nécessaire pour hisser la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030 au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Plus spécifiquement, il s'agira de développer l'industrie nationale pour en faire un moteur de l'économie et bien sûr un pourvoyeur d'emplois décents. Assurer une meilleure productivité des facteurs, en particulier du capital humain, permettant une création de richesses harmonieuses sur l'ensemble du territoire et renvoyer la gouvernance de l'État en vue d'accompagner le secteur privé dans un processus de développement ne laissant personne de côté. La mise en œuvre du PND 2021-2025 dans l'optique donc d'accélérer l'industrialisation du pays et assurer une meilleure répartition des fruits de la croissance au sein de la population devrait conduire à un taux de croissance moyen sur la période de 7,65%. À cet effet, la production attendue du plan national de développement implique un niveau d'investissement de l'ordre de 59 milliards de francs CFA, donc environ 43 646,4 milliards pour le secteur privé, soit 74%. Au Cameroun, nous ne parlons pas d'économie, mais plutôt de travaux publics, avec justement la clôture des travaux relatifs justement à ce ministère dans la région de l'Est. Il se trouve que le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ganou-Djoumessi, a donc clôturé la 3e journée de sa visite des travaux dans la région du centre-Est et à Damawa par un échange avec bien sûr le personnel de la délégation départementale des travaux publics de la CADE, c'est bien sûr à Batouri. Une évaluation des travaux de maintenance de l'axe Bertois-Garoua-Boulaye et une appréciation de l'axe Garoua-Boulaye-Ngaoundéré. Ce jeudi donc 16 juin, le ministre a prévu la visite du chantier de construction de la route Ngaoundéré-Paro. C'est un projet planote, ainsi que les travaux d'entretien sur l'axe pont de Paro jusqu'à Tignière.
Et puis, nous parlons de pénurie de gaz en plein cœur de l'Union européenne. L'Égypte et Israël, donc, à la rescousse. En fait, l'Union européenne se tourne désormais vers l'Israël et l'Égypte pour s'approvisionner en gaz. Un accord trilatéral a donc été signé le mercredi 15 juin. C'est à l'occasion de la visite au Caire de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'accord prévoit donc l'augmentation des livraisons de gaz israélien, ceci vers l'Europe, via l'Égypte face au chantage gazier de Moscou. Le compte rendu avec Emma Moutou. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a signé mercredi 15 juin avec Israël et l'Égypte un protocole d'accord pour approvisionner l'Europe en gaz naturel lors d'une visite au Caire. Cette visite intervient alors que l'Union européenne a un besoin urgent de diversifier ses approvisionnements énergétiques après la décision de la Russie de couper ses livraisons de gaz à des pays européens. L'Union européenne veut développer sa coopération énergétique avec les deux pays de la Méditerranée orientale pour mettre un terme à sa dépendance aux énergies fossiles russes, a expliqué la présidente de la Commission européenne. Mais une hausse des exportations de gaz depuis les deux pays de l'Europe nécessite des investissements considérables, réalisables uniquement sur de long terme. La responsable européenne s'est entretenue mercredi pour la première fois avec le président Abdel Fattah al-Sisi lors d'une conférence de presse conjointe. À l'issue de la rencontre, elle s'est félicitée de la signature d'un protocole d'accord concernant l'acheminement de gaz naturel d'Israël vers l'Égypte, où le gaz sera liquéfié avant d'être expédié en Europe. En l'absence d'un pipeline reliant les gisements gaziers au Sphore d'Israël à l'Europe, l'État hébreu envoie son gaz naturel vers l'Égypte depuis la signature en 2020 d'un accord historique de 15 milliards de dollars entre les deux pays. Les deux nations ont récemment renforcé leurs relations, notamment dans le domaine énergétique. Et c'est dans ce cadre que le ministre égyptien du pétrole, Tarek Al-Molla, la ministre israélienne de l'énergie, Karine El-Hara, et la Commission européenne de l'énergie, Kadri Simpson, ont signé ce protocole d'accord lors du Forum du gaz de la Méditerranée orientale, se tenant au Caire. C'est aussi l'occasion pour l'Égypte de devenir un centre régional en matière d'énergie, a affirmé la présidente de la Commission, soulignant le potentiel de l'Égypte sur les exportations d'énergie renouvelable. Ursula von der Leyen a également appelé de ses vœux la mise en place immédiate d'un fonds de 100 millions d'euros pour permettre à l'Égypte d'assurer sa sécurité alimentaire, ainsi que la mise en place d'un fonds de 3 milliards d'euros pour différents programmes agricoles et alimentaires. Nous l'annoncions également en titre, le choix du futur sélectionneur des léopards de la République démocratique du Congo. Un nom fait donc le buzz. Il s'agit bien sûr de Claude Makelele qui serait donc le sérieux prétendant à la succession de Hector Cooper. Car après le limogeage du technicien argentin Hector Cooper, la République démocratique du Congo est tout simplement à la recherche d'un nouveau sélectionneur. Le nom donc de l'ancien international français Claude Makelele d'origine congolaise revient donc avec insistance, ce dernier ayant justement pris part justement les devants afin d'exprimer sa volonté d'entraîner les léopards de la RDC. Est-il l'homme de la situation? Quels sont les atouts que détiennent justement cet ancien joueur? Toutes ces précisions avec vous, Ngeni. Et si cette fois était la bonne pour celui qui n'a jamais cessé de clamer haut et fort son amour pour la République démocratique du Congo, Claude Makelele, l'ancien international français ayant notamment arboré le maillot de l'équipe de France entre 1995 et 2008, semble plus que jamais emballé à l'idée d'entraîner les léopards. Personnellement, je suis prêt. Nous sommes aussi très nombreux et nous voulons nous asseoir pour restructurer le football à RDC. On produit déjà beaucoup de choses dans l'ombre pour ce pays et pour ce public, nous sommes aussi prêts à le faire, a ainsi martelé le natif de Kinshasa. Cette ferme volonté intervient à un moment crucial où les léopards sont dans le dur car éliminés de la course pour la Coupe du Monde 2022 et mal embarqués dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 avec 2 défaites en autant de sorties. Le technicien de 49 ans serait-il l'homme de la situation
Voilà la principale interrogation qui taraude les esprits de tous les Congolais. Même s'il faut l'avouer, l'ancien milieu de terrain dispose d'un CV qui parle en sa faveur. En effet, l'ancien joueur de Chelsea a démarré sa carrière d'entraîneur en 2011 avec un poste d'adjoint au Paris Saint-Germain. Ensuite, il est devenu entraîneur principal du CS Bastia en 2014 avant de signer au club gallois de Swansea comme entraîneur adjoint en 2017. Claude Makelele a également dirigé le club belge du KS Eupen entre 2017 et 2019. Actuellement, il est conseiller technique du club anglais de Chelsea. Et à 20h passé de 30 minutes pile, ce journal rentre en gare. Merci de l'avoir suivi, chers téléspectateurs. Le rendez-vous est donc pris pour demain à la même heure et surtout au même endroit. Bonsoir. Nous sommes à l'ouest du Cameroun, ce pays mosaïque de plus de 200 ethnies. Il en est une qui se distingue entre toutes par son identité très forte, articulée autour d'une langue et d'une histoire commune, les Bamileke. Ici, subsiste une culture qui semble avoir traversé les siècles. Un homme sans culture est considéré comme un arbre sans racines. Il est en perte de repère moral. Il faut avoir un repère. Et nous pensons que le Bamileke a un repère qui est sa culture. Cette culture est partagée par tous les habitants du pays Bamileke sur un territoire de 6000 km², considéré comme le grenier du pays. Parmi ces vallées et ces plateaux, la société est structurée en une multitude de chefferies. Par-delà les distances et leur diversité, chacun de ces micro-royaumes abrite une organisation sociale, un savoir-faire paysan, une mémoire et des traditions partagées par tous les Bamileke. Les monarques sont les gardiens et les artisans de cet héritage immatériel qui perdure depuis près d'un millénaire.